Hey, bonjour. Moi, on m'a demandé de venir pour vous parler d'écriture, j'ai dit ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit des trucs? Ouais. John, t'as... Ok, cool. Il y en a qui veulent écrire des films, des séries, des trucs, qui ont des ambitions. Trop bien, bah trop cool. Bah moi pareil, donc je suis personne pour vous apprendre ça. Moi ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer d'expliquer aux gens qu'écrire c'est facile, en fait, et que même écrire un film c'est facile. Il y en a qui ont lu des bouquins sur le scénario un peu ici ou pas? Trop bien. Moi mon préféré c'est un bouquin qui s'appelle Save the Cat, qui est écrit par un mec qui s'appelle Blake Snyder. Il y a plusieurs après déclinaisons de petits bouquins, mais il y en a surtout un qui s'appelle Save the Cat. Et donc si jamais ce que je vous dis aujourd'hui ça vous parle, je vous conseillerais peut-être d'abord de commencer par celui-ci, parce qu'en tout cas moi c'est ce que je vais essayer de vous raconter un peu, ce que moi le bouquin m'a fait comme effet. Pour vous déjà, comment on écrit une histoire? C'est quoi les éléments pour écrire une histoire? C'est un mec qui a un but et en fait il va tout faire pour l'atteindre et en gros c'est ça l'histoire. C'est pas mal, franchement, ouais, carrément. Et pour l'atteindre, du coup, il y a des obstacles, etc. Yes. Ce sont des gens qui l'aident ou pas. Et... Bah grave, bah, c'est l'essentiel, voilà. Bonne journée. Non mais grave, c'est ça. Le plus important, parce qu'en plus je sais que vous allez devoir écrire des trucs courts, et là moi je vous parle de format long, même si c'est cool, parce qu'en fait une histoire ça reste une histoire en fait, que ça soit 25 secondes ou 1h30, 2h, la structure est la même, c'est juste que tu la détailles plus ou moins. C'est sûr que tu peux pas raconter la même chose en 25 secondes qu'en 1h30, mais pour moi le plus important c'est début, milieu, fin. Et c'est pour ça qu'on a une structure qu'on appelle une structure en 3 actes en fait. Et c'est tout en fait. L'acte 1 c'est le début, l'acte 2 c'est le milieu, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. L'acte 3 c'est la résolution quoi. Dans l'acte 1 on donne une promesse, c'est le héros comme vous disiez va devoir faire un truc. L'acte 2 c'est comment il va pas y arriver, comment il va essayer avec tous les obstacles qu'on va lui mettre. Et l'acte 3 c'est comment il va enfin réussir à le faire, c'est la résolution quoi. Donc t'as acte 1, ici le plus important c'est ce qu'on appelle le setup. C'est la présentation en gros quoi. On présente le personnage dans son monde A, et ensuite il y a un catalyste qui fait qu'il va être obligé, un élément perturbateur qui va l'obliger à sortir de sa zone de confort et qui va le remettre en question et qui va l'obliger à aller dans le monde B qui est dans l'acte 2. Ce qui va peut-être être plus fun, c'est qu'on le fasse avec une idée de film peut-être derrière. Titanic. Alors, le Titanic c'est un peu bizarre parce que on a l'impression, vu le titre, que c'est l'histoire du bateau, mais en fait c'est l'histoire de Jack et Rose. Donc le setup, bon après dans le setup on va vous expliquer quand même qu'il y a un bateau qui va partir, etc. et tout, mais on va surtout vous expliquer les deux personnages, et donc Jack et Rose, et à quel point ils sont différents, donc ils viennent pas des mêmes milieux sociaux, etc. À tel point que Jack lui gagne sa partie sur une partie de cartes, donc vraiment il a un coup de bol de dingue et il devait pas du tout être dans le Titanic. Alors que Rose, elle arrive hyper classe, on lui ouvre les portes, etc. Ensuite, alors le catalyste, c'est la rencontre sur le pont, quand il la voit pour la première fois. Enfin, c'est tout ce moment, c'est pas forcément d'ailleurs une scène, hein, le catalyste, hein, c'est un groupe, ça peut être un groupe de scènes. Et juste après le catalyste, on a le debate, donc le débat, c'est genre comment je gère cette situation. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça et qu'est-ce que je ressens. Donc là, il y a tout ce truc de genre, on comprend qu'il a des sentiments pour elle et que visiblement, il est intéressé par elle, etc. Et ensuite, quelque part ici, on va avoir une décision qui est prise, qu'on appelle le break into two, c'est genre parce qu'on va aller dans l'acte 2, on va prendre une décision de changer la chose quoi. Et je pense que tout ça c'est un peu la scène de sauvetage qui doit être un peu, je pense, l'enchaînement de ce truc là, parce qu'en la sauvant, il crée une relation particulière et tous les deux ils s'entraînent, il y a Rose qui lui invite à venir dans sa classe, etc. parce que c'est son sauveur, etc. un truc comme ça. Ce qui fait qu'on va arriver, je pense que c'est ça, dans l'acte 2, où en fait la première partie de l'acte 2, ça s'appelle le Fun and Games. Je pense que dans Titanic, c'est Rose qui découvre les secondes classes, qui découvre comment on vit quand on n'a pas d'argent, et Jack qui découvre la vie de luxe du Titanic en gros. C'est vraiment comment les deux se rencontrent et comment leur monde s'échange. Donc on a le Fun and Games, qui ensuite va se terminer, arriver au midpoint, où là on arrive au climax de la promesse. C'est un petit moment suspendu avant la dégringolade. Et là d'ailleurs dans Titanic c'est exactement ça, parce que c'est donc le moment où ils font l'amour dans la cave, là, dans les voitures qui sont rangées dans le Titanic. Et il me semble que la scène juste après, ils se font poursuivre. Enfin, il y a vraiment tout qui est entremêlé, où tout va dégringoler. Parce que cette partie-là, elle s'appelle le Bad Guy's Closing. Donc ça veut dire que le méchant se rapproche. Et donc là, le bad guy dans cette histoire, c'est clairement le mari de Rose qui va être l'ennemi, l'antagoniste, donc ce qu'on appelle l'antagoniste, la personne qui est opposée à Jack, qui lui se plaît dans ce milieu de richesse, etc. et tout, que Jack lui découvre et qu'il ne connaît pas du tout. Et donc en effet, c'est pour ça que la scène juste après, la scène d'amour dans la voiture, c'est quand ça touche, avec l'iceberg.
Et donc tout ça, c'est une descente aux enfers. Parce que là, on est plutôt dans une montée. Alors après, ça, je vous parle dans les... C'est pas dans les gros dramas. Dans les gros dramas, la courbe, elle est un peu inverse. Mais dans les films un peu qui ont une happy end ou qui s'en sortent pour te débrouiller, avoir une happy end, là, on est plutôt sur une montée positive. Quand on monte vers le midpoint, quand on monte dans le fun and games, ça se passe de mieux en mieux. Et ensuite, Bad Guys Closing, c'est vraiment la descente aux enfers jusqu'à un point qui est ici, qui s'appelle le All is Lost, tout est perdu. C'est vraiment ce sentiment avant la dernière grande épopée du héros. C'est l'impression que tout est fini, tout est perdu. Sur Titanic, c'est pas évident. Je pense que c'est quand Jack est attaché, que l'eau monte, etc. On se dit, ok, Jack va crever. Et c'est Rose qui vient le sauver, qui descend, etc., qui fait un coup de hache, etc. Je pense que All is Lost, c'est ça. C'est en gros le bad guy, pour le coup, le lieutenant du bad guy a gagné, c'est le mari a gagné. Et d'ailleurs, l'iceberg aussi a gagné, puisqu'il va tuer Jack, il va le noyer. Et donc là, tout est perdu. Et l'acte 3, donc, ça va être le moment où le personnage se révèle à lui-même. Le héros réalise ce qu'il veut vraiment. Parce que ici, il pense qu'il veut quelque chose. Et il y a souvent la différence dans les films entre ce que le personnage veut et ce dont le personnage a besoin. Il y a toujours ce truc-là. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que Rose est d'ailleurs plus le personnage principal, puisque d'ailleurs Jack nous quitte à un moment donné quand même. Et c'est elle qui va vraiment changer. Jack, lui, il est vraiment là pour la faire changer. C'est pour ça que c'est elle qui va contrecarrer le All is Lost, c'est lui qui va mourir, et elle qui va retourner à sa vie d'avant, dont elle ne veut plus en fait. Elle pourrait retrouver son setup, son monde A. Elle peut retourner dans sa vie avec son mari et continuer d'être friquée, elle va s'en sortir du Titanic à ce moment-là. Sauf qu'elle a changé, elle a compris ce dont elle avait besoin. Ce dont elle a besoin, c'est qu'elle veut pas de cette vie de luxe, elle est amoureuse de Jack et elle veut être avec ce mec, même s'il est pauvre en gros. Et donc tout l'acte 3, c'est ça, c'est les conséquences de sa décision, quoi. Et ça, c'est vraiment les grandes vagues. Et donc comme je vous disais, pour le drama, c'est un peu l'inverse, dans le sens où le midpoint, ça va pas être une fausse victoire, ça va être une fausse défaite. On va te donner l'impression que c'est fini ici, que c'est un bordel monstre, etc. et tout, pour que, à l'inverse, vu que tu vas avoir une fin vraiment badante, ici on va te faire croire que tout est gagné, tu vois. On va te faire croire que c'est génial, que putain, en fait, le film, s'il s'arrête là, c'est ouf, le personnage, il s'en sort, tu vois. Ce qui fait qu'on va redégringoler vers un « et en fait, non, et c'est bien badant », tu vois. Donc la dynamique est inversée dans un drama en général. Je voulais essayer de voir avec vous si on peut essayer d'adapter ça avec une idée qui pop là tout de suite maintenant. Ah, t'as une idée? Bah vas-y. Vas-y, balance, ouais. C'est un sanglier qui a mangé le wifi. Un sanglier qui a mangé le wifi? Alors ça c'est un élément perturbateur. Il faut trouver pour qui c'est un élément perturbateur. Pour nous. Ah oui d'accord, ça se passe ici. Ok, ça se passe ici. Ok. Eh ben, donc on va poser ici des personnages qui ont vraiment besoin du Wi-Fi. Donc vous avez besoin de Wi-Fi parce que vous faites des réseaux sociaux, etc. et tout. C'est des Ok, influenceurs. d'accord. Donc c'est vous les personnages. Ok, ça me va. Et donc on a un élément perturbateur. En effet, le sanglier a mangé le Wi-Fi, donc il n'y a plus de connexion Internet. Alors après en termes d'enjeu, on est un peu light. Si vous voulez être vraiment hollywoodien, il faut qu'il y ait un enjeu de mort. Il faut que le Wi-Fi, il faut que vous ayez besoin de tweeter un truc. Bon, ouais, donc en tout cas, c'est un catalyste, le sanglier qui mange le Wi-Fi. Ici, on va debate, donc on va se poser la question comment on gère la situation. Donc tous les personnages vont, comme le spectateur, se dire mince, on n'a plus de Wi-Fi, on doit absolument poster telle vidéo, etc. Le mieux, c'est de se projeter, d'avoir un objectif, de se dire on devait absolument faire ça, et le catalyste va m'en empêcher, tu vois. Et donc du coup, on devait absolument poster cette vidéo-là, qui allait être très importante, qui était très attendue. Et donc ça, à vous de me le faire comprendre dans des scènes que vraiment ça c'était très important et on l'aura pas. Donc debate, comment je fais? Est-ce que je peux recabler le Wi-Fi? À quel moment ça a été coupé? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a les capacités de recabler, etc. et tout? Et ensuite on va prendre à cet endroit-là, après avoir brainstormé avec tout le monde, avec tous les personnages, ici on va prendre une décision. Là, on appelle l'opérateur. On appelle l'opérateur, ok. Ouais, on va avoir une histoire très terre à terre, mais ça me plaît, hein, ça me plaît. Et, après, appeler l'opérateur, pour moi, c'est une des solutions du debate. Et qu'après, il faut qu'on parte dans une aventure, tu vois. Il faut qu'on ait un truc qui... Et le sanglier a bouffé le wifi, il a le wifi dans son ventre, il a la box. Donc faut retrouver le sanglier. Il faut retrouver le sanglier. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça devient plus absurde, j'aime bien. Ok, ça marche. Donc ouais, dans le debate, on a cherché à rebrancher le câble, etc. On a cherché à retrouver la box, c'est impossible de la retrouver, etc. et tout. Donc ici, on va prendre une décision et on comprend que en fait, le sanglier a la box et il l'a mangée. Et donc on va prendre la décision d'aller récupérer ce sanglier. Et donc tout le fun and games là, on va répondre à la promesse qui est une bande d'ados vont devoir attraper un sanglier, ce qui est super dangereux. Donc là, moi j'ai envie de voir ce film. Et donc midpoint, on a une fausse victoire. Ça peut être quoi la fausse victoire? On n'a pas trouvé. Bah, en On fait- pense avoir trouvé le bon sanglier, sauf que c'était Bon, pas ça. d'ailleurs, fausse victoire, c'est une victoire. C'est vu comme une victoire, on va juste remettre derrière.
On a trouvé un sanglier, ouais. Ouais, on a trouvé un sanglier. Capture le mauvais. Et en Ou fait, c'est alors pas on a trouvé le bon sanglier, mais la box elle a fondu dans son ventre. Quoi. Ouais, bah, ok, ça me va. Donc on attrape, en tout cas midpoint, on attrape un sanglier. On a eu une technique de malade avec un filet, un truc de ouf, hyper ingénieux. C'est Home Alone, c'est Maman j'ai raté l'avion, on a fait un truc de ouf. Et midpoint, on attrape le sanglier, on est comme des dingues, c'est fou, on a le sanglier quoi. Et alors, après, il nous faut un bad guy et un bad guy closing. Qui c'est le bad guy et comment il se rapproche? Pour vous aider, au midpoint, c'est souvent aussi là où il y a une clock, ce qu'on appelle une clock, mais une horloge, un compte à rebours, un ultimatum qui se déclenche pour qu'ensuite on s'accélère de plus en plus vers la fin du film. Donc en général, c'est là où on impose. Ouais, Natou? Un chasseur avec un fusil. Un chasseur avec un fusil, c'est un bon bad guy closing, ouais, carrément. Non, c'est vrai. Un chasseur avec un fusil, ok, ça marche. Ça veut dire qu'on est toujours en forêt, on a attrapé le sanglier, ok, on est bien, mais on entend des coups de feu et en fait on comprend qu'on est dans une forêt où il y avait totalement une levée, un truc, et il y a plein de chasseurs ou un chasseur qui est là. Ou sinon, c'est les potes du sanglier qu'on a buté qui viennent. Il n'y a jamais trop de méchants donc on met les deux. Il y a les chasseurs plus les sangliers, c'est un vrai bordel. Parce que c'était une levée de sangliers, les gens venaient chasser les sangliers, tu vois. Et donc c'est là où on crée une situation qui est compliquée, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu potentiellement de la forêt, on a attrapé le sanglier qu'on voulait attraper, mais il y a tout un tas de sangliers, d'autres sangliers qui arrivent et c'est super dangereux, plus des chasseurs qui sont en train de tirer des coups de feu, on est en plein milieu de tout ça et c'est super dangereux. Ça devient très glauque hein, comme histoire. Mais ça me va, ça me va. Après, tu vois, là je pensais à une bête de scène où on est au milieu de tout ça, il y a les sangliers et les chasseurs qui se bagarrent, en même temps il y a une course et il y a une scène en slow motion avec une musique en violon et on court, tu vois, dans la forêt, genre, tu vois. C'est plutôt pas mal ça comme idée. Tout ça tend vers le All is Lost. C'est-à-dire que là, c'est l'accumulation des galères qui vont nous tendre jusqu'au All is Lost. Et il y avait une bonne idée de All is Lost tout à l'heure, c'est on n'a pas le bon sanglier. Pour moi, c'est un bon tout est perdu. C'est-à-dire que si on a malgré tout réussi à traverser la forêt, etc., à s'en sortir, à esquiver, peut-être à confronter les chevaliers, j'allais dire n'importe quoi, les chasseurs, les autres sangliers, etc., qu'on s'en est sortis vivants, j'espère, et qu'on se rend compte donc que c'était pas le bon sanglier parce qu'on a un élément qui nous prouve que c'est pas le bon sanglier, je sais pas. Il avait une corne cassée, là il l'a pas, ou quelqu'un nous donne une information, on se rend compte qu'on n'a pas le bon sanglier, et donc là tout est à refaire en fait. Et c'est souvent, le All is Lost, c'est souvent ça, c'est toute l'histoire est à refaire. Il faudrait qu'on reparte ici, il faudrait qu'on reparte à la décision qu'on a prise et qui nous a fait vivre tout l'acte 2, qui est tout le cœur du film. Donc on n'a plus le courage, on n'a plus l'énergie d'aller rechercher l'autre sanglier, le retrouver, etc. Donc c'est pour ça qu'en général ici, il n'y a plus d'énergie, les héros ont plus envie d'agir. Et d'ailleurs, il y a une petite phase ici qu'on appelle le dig deep down, où tu vas aller chercher au fond de toi, tu vas trouver un truc qui va te donner l'énergie pour aller chercher, tu vois, trouver l'ultime solution de l'acte 3 et te donner la mission de l'acte 3. La mission de l'acte 3, tu dis, ok, on peut s'en sortir, on peut peut-être récupérer le bon sanglier en faisant ceci. Quelqu'un a une idée? Pourquoi pas avoir un dieu qui vient nous dire c'est bon vous avez gagné, mais avoir une sorte de force qui arrive et qui nous file un coup de main. Il y a ça souvent dans les films aussi. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça que ça s'appelle le dig deep down, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aller chercher au fond de toi la solution, ou alors quelqu'un qui va venir te donner le courage, qui va souvent t'expliquer le thème, qui va dire bonjour, le thème du film c'est ça, et en fait ce que tu pensais dont tu avais besoin c'est ça, mais ce que tu voulais c'est ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que le Wi-Fi vous en avez pas besoin et que en fait ce que vous aviez prévu de faire, les stories ou les trucs que vous avez prévu de faire, vous avez peut-être pas besoin d'internet pour faire ça. Là, on écrit vraiment une histoire de vieux con, mais ça rentre dans la structure, donc on va le faire. Mais par exemple, aller filmer des trucs ou quoi, vous pouvez le faire offline, juste pour vous, et les regarder entre vous, et vous faites une petite projection pour vous après le soir, et tout le monde est content. En fait, ce qu'on voulait, c'est vivre des moments ensemble. Et ce qui reste quand même un bon conseil, un bon thème à faire dans un film, hein, ce qui est que moi, je pense qu'on fait tous des vidéos, et on fait des trucs pour faire des choses ensemble, pour s'amuser entre copains, pour rester des enfants et continuer de faire des trucs, et pas pour plaire à des gens. Il faut avant tout faire ça pour nous. Bah merci, je te laisse la place. Écoute, t'as bien fini sur le truc. Moi, je suis pas aussi technique que lui, mais en même temps, dans la tête, j'ai quand même cette structure qui existe pour raconter mes histoires. Alors, il y a deux choses. Il y a et faire des films, et faire des séries, faire des cours, et faire des vidéos YouTube. C'est deux choses bien différentes parce que quand je vais faire un sketch de Van Damme, il faut que Van Damme fasse des vannes et que ça fasse rire, c'est tout. C'est le seul truc que je me dis. Alors déjà, il y a un truc très important, il a fini là-dessus, c'est pourquoi on veut faire ça. C'est parce qu'on est passionné, parce qu'on kiffe, parce qu'on a envie de faire rire les gens, parce qu'on a envie de raconter des histoires et créer un truc très sympa. Moi, à la base, il y a deux trucs qui me motivent. Soit des fois, je suis très vénère, donc il y a une injustice totale qui m'énerve vraiment, et ça, c'est un moteur de ouf pour moi. Et après, il y a d'autres moteurs, hein, juste faire rire pour faire rire, et parce qu'on a chopé un personnage. Par exemple, je vais prendre un exemple débile, mais qui marche pour le personnage et pour la création, Karima. Est-ce que vous connaissez Karima? Voilà, bah, Karima, en fait, ça vient de... souvent, il y a des persos qui sortent comme ça de ce que tu écris. Je faisais un J'ai mal au rap, et dans J'ai mal au rap, il y a un personnage que j'ai fait, c'était Karima.
Et il a bien marché, les gens faisaient beaucoup de retours dessus. Et je me suis dit, ah tiens, je vais le prendre, je vais l'enlever de Gemalorap et je vais en faire un personnage à part entière. Et là, ça marche parce que tu peux créer un concept, tu peux créer une vie à ton perso. Et Van Damme, c'est pareil, je l'ai fait dans une vidéo, je l'ai pris, j'en ai fait un sketch. Et j'aime bien cette idée, moi, de créateur qui arrive à créer des personnages. Quand ton expérience, elle peut te servir à créer, par exemple, j'ai grandi en foyer, j'en ai fait une vidéo. Et je me suis dit, je vais essayer de faire une vidéo parce que le sujet est touchant, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas faire une vidéo où on fait que des vannes pour rien et tout, et ni raconter ma vie pour rien en mode face cam. J'ai grandi en foyer, c'était très triste. Ça sert à rien pour moi. J'ai raconté mon expérience qui est une vraie expérience, mais j'ai mis des vannes de partout. Parce que je trouve que c'est important de se servir de soi, même quand tu écris une histoire. Hein. On a tous une histoire, elles sont toutes différentes. Peu importe où tu as grandi, peu importe comment tu as grandi, on a une vraie histoire et elle peut te servir à créer, pour de vrai. Après, il y a d'autres choses qui t'emmènent à vouloir aller au-dessus. Là, aujourd'hui, je fais une vidéo de YouTube par mois parce que j'ai envie de faire autre chose. J'ai sorti un court-métrage qui s'appelle Jour de pluie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais revenir avant Jour de pluie parce que je viens d'oublier une étape. J'ai fait un truc qui s'appelle Ma meuf la Kaira. Quelqu'un a vu? Voilà. Alors en fait, Ma meuf la Kaira, ça part d'un truc très simple. En fait, on avait fait un truc avec Audrey Pirot où on se filmait en Vine et elle faisait un peu la Kaira et tout. Et j'avais écrit cette petite succession de sketchs. Ma meuf la Kaira chez un bourge, Ma meuf la Kaira trouve un travail. Et tu vois, 2 jours avant le tournage, on a tout transformé en mode court-métrage et on l'a tourné comme ça, tu vois. Et donc, je reviens sur Jour de pluie. J'ai été touché par cette histoire des Algériens noyés. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des Algériens qui ont été noyés dans la Seine. Et ça m'a touché cette histoire et je me suis dit comment je peux en parler. J'en fais un podcast comme tout le monde en mode voilà ce qui s'est passé. Et tu peux pas faire de vannes sur un podcast comme ça, tu vois. Et je me suis dit je vais créer une histoire. Et alors, je ne suis pas passé du tout par ces étapes. Je me suis bien documenté. J'ai commencé à écrire une version seule du court-métrage. Et après, je suis parti en vacances et pendant ces vacances, j'en ai profité pour me mettre que là-dessus. Genre l'après-midi, je me mettais que là-dessus. J'allais dessus, je retapais et là, j'ai écrit tout seul. Par contre, après, là maintenant, je suis parti sur un autre court-métrage et une série. Là, on écrit à plusieurs. Et là, il y a un ping-pong et là, il y a un effet structure qu'il faut respecter parce que quand tu es plusieurs, ça part dans tous les sens et il faut quand même respecter des structures. On se pose des questions sur les personnages quand on est plusieurs. C'est-à-dire que pourquoi il fait ça à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va l'emmener à faire ça? Pourquoi il y a cette action? Qu'est-ce que ça emmène au public? Tu vois, tu te poses 20 000 questions pour que ton histoire elle se construise plus clairement. Alors que sur Jour de pluie, j'ai écrit en mode tout seul et je construisais tout seul dans ma tête. Mais à plusieurs, c'est bien aussi parce qu'il y a cet effet un peu construction. C'est très compliqué, mais pour toute création, tout ce qui est vidéo YouTube et tout, etc. Pour finir, je dirais que le mieux, c'est de vraiment faire ce qu'il y a là-dedans, vraiment. Parce que quand tu fais avec le cœur, ce qui se passe, c'est que le public le reçoit de ouf. Pour de vrai, franchement, faites les vidéos avec le cœur, parce que toute création mérite d'être faite avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour de vrai. Et alors là, je parle comme Van Damme, mais sans l'accent. Si vous le faites avec le cœur, vous réussissez tout. Non, bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir d'être là, vraiment. Bravo! Merci.